Maurice Gendre, nous sortons donc de la manifestation contre l'intervention en Syrie. Nous nous retrouvons maintenant pour un nouveau sujet, mais tout aussi polémique. Effectivement, le gouvernement prépare pour la rentrée une réforme des retraites. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer aux internautes quels sont les axes majeurs de cette nouvelle réforme? Alors, évidemment, le sujet est moins grave que le précédent, hein, c'est évident. Il n'en demeure pas moins très ennuyeux. Quelque chose qui a été décidé, c'est l'allongement à 43 annuités à partir de 2035. Donc, les gens qui seront principalement concernés sont ceux qui sont nés après 73. Mais en fait, au-delà de ça, on y reviendra un peu plus tard dans le détail. La grande spécificité en fait, de ce non-débat auquel on a assisté, c'est qu'on a réussi à décontextualiser le débat sur les retraites de toutes les questions qui gravitent autour, à commencer par l'emploi et le chômage. Et en fait, évoquer les retraites sans parler de l'emploi et du chômage, en fait, ce n'est pas parler des retraites, tout simplement. Parce que concrètement, on a beau dire il faut 43,5 années de travail. 43 annuités, mais on peut se douter que de toute façon, ils allongeront peut-être à 44, puisque ça a déjà été évoqué, notamment par le MEDEF. Voilà, parce que la jeune génération, forcément, est plus touchée par le chômage. Voilà, donc on a une jeune génération qui rentre de plus en plus tardivement dans le monde du travail, et dans le même temps, de façon complètement paradoxale finalement, on demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps, tout en sachant que près de 6 personnes sur 10 atteignant l'âge de la retraite est déjà en inactivité. C'est-à-dire soit au chômage, soit en pré-retraite, soit en invalidité. Donc, en sachant ce chiffre qui est quand même extrêmement parlant, on se demande pourquoi allonger le nombre d'annuités quand d'un côté une jeunesse entre de plus en plus tardivement dans le monde du travail, il y a de plus en plus de mal à l'intégrer, et dans le même temps, quand on sait que les seniors, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler visiblement, même si ce terme est ridicule, ont de plus en plus de difficultés pour atteindre en fait leur nombre d'annuités réelles ou d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite. D'ailleurs, à ce propos, on pourra remarquer que le PS a finalement décidé que les 62 ans devenaient le nouvel âge légal de départ à la retraite. Certaines personnes ont bénéficié des 60 ans à l'arrivée du PS en mai 2012. Disons pour l'ensemble, maintenant, l'âge légal sera 62 ans. Donc, la conclusion est évidente, c'est que la plupart des gens en fait, n'auront pas des retraites à taux plein, du fait de la décote. Donc évidemment, tout le monde peut conclure facilement que le grand bénéficiaire de cette non-réforme, ça va être évidemment les retraites complémentaires, les complémentaires retraites, les complémentaires privés, type Malakoff-Médéric par exemple, qui étaient entre les mains d'un membre de la famille Sarkozy notamment. Donc, visiblement, les retraites suivront l'inflation. Il était question à un moment de désindexer les retraites de l'inflation, ce qui aurait été extrêmement grave pour les retraités, notamment pour les petites retraites. Mais en revanche, pour les retraites complémentaires, la désindexation a été décidée. C'est acté. Donc évidemment, ça fera une baisse du pouvoir d'achat pour pas mal de gens. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la logique réelle de tout ça, ce n'est évidemment pas de sauver le système des retraites par répartition, comme on le dit chaque jour, parce que visiblement, il manque 20 milliards à l'horizon 2020. Ils auraient 7 milliards de recettes, et il en faudrait 20 à l'horizon 2020. Pour vous donner un chiffre extrêmement parlant, la fraude fiscale est évaluée en France annuellement entre 50 et 80 milliards. Et en même temps, la Direction générale des finances publiques subit des restructurations, une métamorphose et une véritable transformation, évidemment, et des suppressions de postes. Donc il sera difficile dans ces conditions-là de lutter contre la fraude fiscale. Et évidemment, quand on a vu l'exemple de Jérôme Cahuzac, on peut avoir des doutes sur la volonté réelle de lutter contre la fraude fiscale. Donc voilà, c'est un premier exemple. On peut également parler, c'est un point qui est extrêmement parlant également, la part des salaires dans la valeur ajoutée entre 1980 et 2010 a perdu 10 points. La part du capital qui va au marché financier aux spéculateurs a gagné 10 points. Environ 10 points, voire plus. D'après certains économistes, on est pratiquement à
plus de 100 milliards qui échappent chaque année en fait, au monde du travail, du fait de ce transfert du salariat vers l'actionnariat et la distribution de dividendes. Donc le modèle français est en train, entre guillemets, de s'américaniser. On sait qu'aux États-Unis, on a des gros fonds de pension privés, etc. On se dirige vers ce modèle-là en France? Alors je pense qu'ils n'arriveront pas totalement à organiser le système des fonds de pension américaines. Bon, il y a quand même le scandale Enron notamment, il y a eu WorldCom aussi. Donc ils vont éviter à tout prix de bousiller totalement en fait, le système par répartition, mais ils vont le vider de sa substance. Ils vont le vider de sa substance. On va avoir des gens qui vont avoir des retraites de plus en plus faibles. À l'heure à laquelle nous parlons, 7% des retraités occupent un emploi, puisque leurs retraites sont trop faibles. Ils sont obligés de travailler. Donc évidemment, c'est des emplois qui sont également occupés et qui empêchent une partie de la jeunesse d'intégrer le monde du travail. Voilà, évidemment, un des principaux responsables de tout ça, évidemment, c'est le MEDEF et son nouveau patron des patrons, Gattaz. Bon, finalement, malgré le sketch qu'il nous a joué avec Moscovici lors de l'université d'été, évidemment, il est ravi. Il est ravi de ce qui s'est passé. Bon, on va légèrement augmenter les cotisations sociales dans les prochaines années. Et donc on ne va pas modifier radicalement la structure du monde du travail. C'est-à-dire que la politique des bas salaires va continuer. Si évidemment on a une politique de hausse des salaires, le problème des rentrées ne se pose plus. C'est tout un pan du déficit qui disparaît. Et évidemment, on est dans une politique de salaire faible. Donc Gattaz et ses amis n'ont que des bonnes raisons d'être ravis. Puis il y a un autre point, c'est ce que je vous disais au début. Pas possible de parler des retraites si on ne parle pas de l'emploi et du niveau de chômage. Évidemment, on sait qu'un des principaux problèmes en France depuis plusieurs décennies, c'est la désindustrialisation massive. Donc si on ne parle pas de réindustrialisation, le fait de ne pas parler de désindustrialisation permet de ne pas parler de protectionnisme. Et évidemment, si on parle de protectionnisme, ça vise, au bout du compte, au bout de la chaîne, à dénoncer les traités européens ou la politique de Bruxelles. Bon alors, visiblement, Montebourg aurait traité les gens de Bruxelles de connards. Bon, sur le fond, il a totalement raison. Mais on ne peut pas se contenter de mots, quoi. On peut pas se contenter de mots. Voilà, c'est... Le débat n'a pas eu lieu, en fait. Puisque le débat, en fait, s'il avait eu lieu, les aurait obligés à mettre en place publique, à mettre sur la table, en fait, tout un tas de questions qu'ils n'ont pas du tout envie d'aborder. Comme je le disais, les traités européens, évidemment, en premier lieu. Alors, si on allume la télé et qu'on parle de ces sujets, et qu'on parle des salaires... Ah oui, bah évidemment, si on va nous dire... On regarde un bel éditorial de Nicolas Dos sur BFM. Exactement. Il va nous dire, oui, mais on ne peut pas mettre des salaires hauts, il faut être compétitif. Concrètement, est-ce qu'il serait bénéfique pour la France d'avoir une hausse des salaires? Oui, parce que ça permet une relance, une politique de croissance. Donc de toute façon, c'est un cercle vertueux. On provoque peut-être au départ une petite inflation, mais la croissance faisant, cette inflation se jugule. Et évidemment, on a des rentrées de cotisation. Donc le problème des fameux 20 milliards serait beaucoup plus faible et disparaîtrait. Mais comme je vous disais, de toute façon, on évoque les 20 milliards. On en est à entre 50 et 80 milliards de fraude fiscale chaque année. On a une part des salaires dans la valeur ajoutée qui a considérablement baissé. Donc en fait, le problème des 20 milliards est un faux problème. C'est un faux problème. C'est finalement la divine surprise pour ces gens-là. C'est le meilleur moyen de bousiller un modèle social, de le détruire, de façon homéopathique, hein, on y va par petites touches. Par exemple, ils sont revenus, ils voulaient absolument supprimer les 6 derniers mois dans la fonction publique pour le calcul des retraites, disant que c'était injuste vis-à-vis du privé où on calcule sur les 25 meilleures années. Sauf, ce qu'on oublie de dire, c'est que par exemple dans la fonction publique, il y a ce qu'on appelle l'effet carrière. Il n'y a pas dans la fonction publique de négociation par branche ou par entreprise. Donc
l'augmentation salariale est faible, mais elle augmente tout au long de la carrière. Donc il est logique de calculer sur les 6 derniers mois. L'autre problème, évidemment, c'est que c'est une grille indiciaire pour la fonction publique qui calcule en fait l'augmentation et cette grille indiciaire est bloquée depuis des années, elle est gelée. D'ailleurs, parlons des 25 meilleures années dans le privé, ça a provoqué évidemment une baisse nette et importante des retraites pour les gens du privé. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, même les 25 meilleures années, de plus en plus de gens connaissent des périodes de chômage, d'inactivité. Il y a eu une perte nette depuis la fin du calcul sur les 10 meilleures années. Et par contre, si on instaurait dans le privé les 6 derniers mois pour le calcul des retraites comme dans le public, ça serait une catastrophe pour les gens du privé. En raison de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se retrouvent en inactivité avant l'âge légal de départ à la retraite. D'où les 25 meilleures années. Mais il faudra revenir aux 10 meilleures. Parce que 25, déjà, ça réduit considérablement la marge de manœuvre, en raison des périodes de chômage qu'aujourd'hui un certain nombre de gens traversent, voire tout simplement des accidents de la vie. Quand est-ce qu'a été instauré quand est-ce qu'on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années? Alors il y a eu plusieurs réformes, celle-ci spécifiquement, je vous avoue j'ai un trou de mémoire. En fait, les grandes étapes, il y a eu la réforme Balladur, c'était 93. Après on a eu Fillon en 2003. On a eu en 2010 réforme partielle des régimes spéciaux organisée par Sarkozy. Et aujourd'hui, donc, on a celle-ci. De l'historique. En fait, ça s'est fait sur 20 ans. Balladur en 93, mis à 40 annuités. Et a abandonné les 37 annuités et demie. C'était pour les gens du privé. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Fillon en 2003 qui a mis également les gens du public à 40 annuités. En 2010, Woerth et Sarkozy ont organisé donc, une réforme partielle des régimes spéciaux. Et donc en 2013, c'est celle qu'on vient de connaître aujourd'hui. Et ce qui est important de dire, c'est que jamais les socialistes ne sont revenus sur les décisions qui avaient été prises par le RPR ou l'UMP. Jamais. Alors même que... Évidemment, ils s'opposaient, ils étaient vent debout quand ils étaient dans l'opposition. Dès qu'ils sont revenus au pouvoir, à chaque fois, ils ont dit « pas de problème, on garde ». Il y a justement quelqu'un qui allait rechercher les tweets de Jean-Marc Ayrault pendant la campagne présidentielle. Disait, oui, nous reviendrons à 60 ans. À 60 ans. Alors, ça a été fait pour quelques personnes, oui. Mais là, on se rend bien compte finalement que les 62 ans sont entérinés. De fait. Donc le gouvernement socialiste actuel a sûrement retenu les leçons justement de l'opposition de masse qu'il y avait eu à la réforme Fillon en 2003. Oui, donc ils veulent éviter ça, et puis comme je vous le disais, je pense qu'ils vont essayer d'y aller par petites touches, à dose homéopathique. Désindexation à un moment donné, hausse de la CSG peut-être à un autre, passage de 43 à 44 annuités, voire peut-être ne même pas attendre 2035 mais revenir à 2020. Je pense qu'il vont certainement faire quelque chose de genre. Alors, quelle solution on pourra apporter justement à ce problème de financement des retraites? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives à une hausse des salaires ou une hausse des cotisations sociales? Est-ce qu'on pourrait trouver cet argent autre part? Je vous ai parlé de la fraude tout à l'heure déjà, mais pour moi la clé c'est quand même ça reste la question de la réindustrialisation. Tant qu'on n'aura pas lutté contre le chômage de masse, on n'aura pas réellement résolu la question des retraites, tout simplement. On peut évidemment aussi évoquer une politique par exemple nataliste qui serait plus volontariste. Bon, ça c'est pareil, c'est une question qu'on refuse catégoriquement d'aborder. Mais en tout cas, 20 milliards effectivement dans l'absolu c'est énorme, mais il y a déjà aujourd'hui les moyens de résorber ces 20 milliards, enfin de les faire disparaître, par des méthodes comme je vous le disais, de politique salariale, de lutte contre la fraude fiscale, voilà. De lutte contre la fraude sociale aussi, c'est aussi une des solutions possibles, d'organiser une politique de droit de douane, de taxation des produits importés,
Donc là, on entre finalement dans les questions du protectionnisme économique. C'est justement ces questions-là qui sont inabordables aujourd'hui en raison de l'Union européenne. Donc ça, c'est le deuxième volet, mais finalement qui est lié aux questions qu'on a précédemment abordées. C'est pareil, on ne parle pas des retraites si on ne parle pas de l'Union européenne. Alors justement, comment les syndicats, enfin les syndicats actuellement en négociation, quels sont leurs arguments et est-ce qu'ils proposent finalement des solutions qui risquent d'aboutir sur quelque chose qui s'avérera positif pour les travailleurs français? Oui, il y a des solutions très intéressantes qui ont été abordées, mais il y a une timidité quand même sur les questions dont je vous parlais, notamment celle de la dénonciation des traités européens. Il y a vraiment, de ce point de vue, comment dirais-je, c'est pas une peur, un tabou, on sent qu'il y a quand même une hésitation à transgresser ce tabou, effectivement. Ce tabou. Je crois que l'article en question, c'est l'article 63 du TFUE. Oui, je crois que c'est ça, c'est celui du TFUE, ouais, qui effectivement qui en fait garantit le libre-échange. Enfin bon, c'est gravé dans le marbre des traités. Et bon, évidemment, plus au-delà de ça même, c'est la question de la répudiation de la dette qui se pose. Certains parlent d'un audit citoyen sur la dette, bon, pourquoi pas. La question réelle, c'est celle de la répudiation de la dette. Donc en fait, la question des retraites englobe toutes les autres, finalement. Englobe l'ensemble des questions sociales. Et ce qui s'est passé durant ces derniers mois, c'est qu'on l'a complètement décontextualisé. Justement pour éviter de tous les problèmes qui y sont afférents. Alors en quoi la problématique de la dette est-elle liée à la problématique des retraites? En fait, on ne peut pas dire qu'il y a une connexion directe et immédiate. Mais bon, c'est plus globalement pour notre modèle social en général, la question de la sécu, d'un certain nombre de questions. On sait très bien que bon, cette dette était illégitime. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui quand même qui le disent. On pourra rappeler aux internautes, lorsque l'État souhaite emprunter de l'argent, il doit passer par un intermédiaire qui sont les banques privées. Donc les banques privées empruntent de l'argent à la BCE. Et les banques privées reprêtent de l'argent à l'État à un taux d'intérêt plus ou moins élevé. Usuraire, parfois. Parfois usuraire. Et donc, et là aussi, on questionne encore les traités européens, c'est l'article, je crois, 123 du traité de Lisbonne. Du traité de Lisbonne, oui. Donc ça pose encore une autre question sur l'Union européenne. Concrètement, selon vous, comment ça va se passer à la rentrée? On sait que le mois de septembre est souvent lieu de manifestation. Est-ce que ça risque d'aboutir? Le gouvernement a désamorcé quand même la crise, parce qu'ils avaient peur d'une rentrée scolaire, d'une rentrée sociale très chaude. Donc bon, ils ont abandonné un certain nombre de questions qu'ils avaient soulevées, qui reviendront peut-être dans les prochaines années, ou peut-être avant la fin du mandat. Bon, la hausse de la CSG, visiblement, est abandonnée. On a opté plutôt pour les cotisations sociales. Et j'avais noté, les majorations des pensions de 10% seront imposables pour les retraités avec 3 enfants et plus. Et ce bonus disparaîtra progressivement au-delà de 2020. Donc c'est embêtant pour un certain nombre de personnes. Avait été évoqué également, vous savez, cette fameuse déduction forfaitaire des 10% pour les retraités, que certains comparaient aux frais réels pour les salariés, pour les actifs. En fait, ça n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Cette déduction forfaitaire de 10% au niveau de l'impôt sur le revenu s'expliquait pour une raison très simple, c'est que de nombreuses personnes aujourd'hui aident leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc évidemment, ça n'avait rien à voir avec des frais professionnels. Ils ont essayé de nous montrer ça comme des frais professionnels indus. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout de ça. C'était pour des retraités qui viennent en aide à leurs enfants et petits-enfants. Et on sait qu'il y en a de plus en plus. Surtout en temps de crise. Surtout en temps de crise. Les enfants restent justement encore plus longtemps. Encore plus longtemps chez leurs parents. Et bon, il y a l'autre question qui est arrivée le plus souvent, bon là plutôt pour l'âge légal de départ. C'était, on nous dit sans cesse, on gagne un trimestre de vie par an. C'est à la naissance. C'est pas à partir de 60 ans. C'est lié à la lutte contre la mortalité infantile. Très bien, hein, formidable. Mais réellement, à partir de 60 ans, c'est 1 mois et demi qu'on gagne.
Et ce qu'on appelle le SVI, qui est l'espérance de vie sans incapacité, ou l'espérance de vie en bonne santé, si vous préférez, baisse depuis 2008. En France, en Allemagne, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays. Et on sait que, je crois que c'est aux alentours de 63 ans, si je ne dis pas de bêtises, que les problèmes de santé commencent à surgir. Problèmes de dos, de santé en général, parfois des cancers. Donc en fait, si justement l'espérance de vie s'allonge, c'est parce que la retraite a été à 60 ans. Vous voyez, c'est en fait, le problème, il faut le prendre à l'inverse. Les Français ont eu une bonne santé depuis des années parce que justement ils avaient un âge légal de départ à la retraite qui était à 60 ans. En fait, la plupart des gens n'auront pas leur nombre d'annuités, donc ils auront des retraites de plus en plus faibles du fait de la décote, donc ils feront pour la plupart appel à des retraites complémentaires. Je pense réellement que cette obsession de l'allongement du nombre d'annuités, elle est prévue à l'horizon 2035, je crois. Ne soit qu'un prétexte pour... En fait, n'est qu'un prétexte, je crois. Le 10 septembre aura lieu donc la journée d'action, la rentrée sociale, entre guillemets. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse mobilisation, selon vous? Difficile à dire. Comme je vous disais, le gouvernement a quand même désamorcé la crise potentielle en jouant essentiellement sur la hausse des cotisations. Les 43 annuités sont à l'horizon 2035, donc les gens se disent c'est loin, ils ont tort, c'est demain. Et donc je pense que non. Enfin, espérons que je me trompe, mais je pense qu'ils ont fait en sorte de torpiller justement un possible mouvement social de masse. Mais je pense que c'est une erreur de croire que tout a été enterré et oublié. Parce qu'à mon avis, ils vont venir au fur et à mesure du quinquennat, sûrement d'ici la fin du quinquennat, par dose homéopathique et ils vont rajouter un certain nombre d'éléments. Je vous parlais des 6 mois tout à l'heure dans la fonction publique. Je pense très certainement qu'ils essaieront d'instaurer les 3 dernières années. Avant la fin, certainement, voire les 10 dernières. Sans inclure les primes, contrairement à ce qu'ils avaient dit. Un nouvel exemple de la stratégie des petits pas. Ouais, c'est la stratégie des petits pas, ouais, c'est ça. Et pour les gens du privé, le plus à craindre, plutôt que même peut-être pour les retraités, c'est finalement une désindexation. Qu'ils la fassent un peu plus tardivement dans le quinquennat et qu'ils la fassent en catimini. Une désindexation sur l'inflation. C'est déjà un problème parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une indexation sur les prix. Enfin, une indexation même sur les... Enfin, pas sur les prix, pardonnez-moi, une indexation sur les salaires, sur la hausse des salaires. C'est ça qui serait le plus intéressant. Et ça, déjà, même déjà une indexation sur l'inflation est déjà une perte potentielle de pouvoir d'achat. Et un élément quand même qui est important, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que 2 maladies sur 3 à partir de 55 ans, 2 sur 3, sont liées au travail. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, notamment ce qui explique en partie les chiffres de près de 6 Français sur 10, pardonnez-moi, qui, arrivant à l'âge légal de départ à la retraite, sont déjà en inactivité. Maladie, comme je vous le disais, pré-retraite, chômage parfois. Donc la clé, c'est, comme je vous disais, de favoriser l'emploi, l'entrée dans le monde du travail d'une partie de la jeunesse, et surtout, tout ça, ça passera forcément par une réindustrialisation. Enfin, de recomposer le tissu industriel français. C'est vital. Et donc une dénonciation des traités européens. En fait, bon, la clé, c'est, comme pour beaucoup d'autres questions aujourd'hui, c'est une sortie de l'Union européenne. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des conséquences que cette réforme aura sur les régimes spéciaux? Alors les régimes spéciaux, ils n'y ont pas touché cette fois-ci, parce que certainement ils auraient eu droit à une levée de bouclier, tout à fait légitime d'ailleurs. Ceci y a bien quelque chose sur lequel on dit énormément de bêtises, c'est sur les régimes spéciaux. Alors je voulais vous lire un petit passage d'un article qui s'appelait « Vérité et mensonges sur les régimes spéciaux » qui avait été publié dans l'Humanité, je crois. Et non, je vais vous lire un bref passage. « Les régimes spéciaux ne vivent pas plus au crochet des autres régimes. Un système de solidarité existe entre tous les régimes de retraite, des salariés et des non-salariés, permettant au moins bien loti du point de vue démographique de bénéficier de transferts financiers des plus avantagés. Que révèle le bilan 2006 de ces transferts? En premier lieu que ce sont les régimes de salariés dans leur ensemble, régime général du privé comme régimes spéciaux,
qui financent ceux des non-salariés, agriculteurs et professions libérales. Et si certains régimes spéciaux d'entreprise, SNCF, mineurs, marins, bénéficient bien de ces transferts, c'est pour des montants très inférieurs aux sommes versées au régime des exploitants et salariés agricoles. 1,5 milliard d'euros pour les premiers, 6,5 milliards pour les seconds. Enfin, le volet financement qui est allègrement oublié, c'est que les cotisations retraite, la part employeur et la part salarié additionnée dans les entreprises publiques concernées sont sensiblement plus élevées que dans le secteur privé. Le taux global s'élève à 41,96% à la SNCF, 46,23% chez EDF-GDF, 30% à la RATP, contre 26,05% dans le privé. Voilà, ce sont ces gens-là qu'on présente comme des privilégiés. Et enfin, un dernier mot, toujours dans le même article, qui est une précision très importante. L'ensemble des régimes spéciaux, y compris ceux de fonctionnaires, reconnaissent la pénibilité, mais aussi les astreintes spécifiques. Parce que c'est souvent ce qu'on oublie de préciser. Et dans ces astreintes spécifiques, souvent, il y a le travail de nuit, les horaires décalés, la disponibilité. On a tous en mémoire, Sarkozy d'ailleurs, à l'époque, l'avait admis implicitement, en 2010. C'est la mobilisation jour et nuit des électriciens, notamment lors de la tempête de 99. C'est des choses dont on n'entend jamais parler dès que les deux mots régime et spéciaux sont accolés l'un de l'autre. Voilà, bon, c'est des choses qu'il faut rappeler. Et quand même assez stupéfiant de montrer comme privilégiés des gens qui touchent entre 1500 et 2000 euros par mois. Il faut quand même rappeler ça. On a d'autant plus envie de rire quand c'est Pierre Gattaz qui le dit. C'est une bonne conclusion, je pense. Maurice Gendre, nous vous remercions pour votre explication. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur sur le site internet Scriptoblog. On peut donc vous retrouver sur www.scriptoblog.com. Merci beaucoup.